Hey, salut, comment allez-vous? Là, voici arrivée la vidéo du tome 9 que vous m'avez réclamé. Ah, comme c'est bon de se faire désirer. Merci en tout cas de me suivre un petit peu plus nombreux à chaque fois, à liker et à commenter, ça fait plaisir, j'apprécie. Et voyez, hein, d'ailleurs ça m'oblige à faire la suite, même si c'est un petit peu long. Bref, comme d'hab, mettez-vous bien, on reprend là où on s'était laissé. Allez, c'est parti! Tiens, monsieur Tannen. Comme je suis content de vous voir. Donc on démarre avec Shiryu continuant sa montée du sanctuaire après avoir traversé la maison de la balance et s'arrêtant en route car il entend le poème récité par Doko, poème intitulé L'adieu à l'ami. Il comprend ainsi hein, que quelqu'un est mort. Retour sur le temple de la balance d'ailleurs où on voit l'énorme trou laissé par l'ultime confrontation entre Doko et Suikyo. Et arrive à ce moment-là donc Shun et Tenma. Ils constatent alors hein, ce qu'on savait déjà, à savoir la mort de Suikyo. Doko disant que le gars était un vrai bonhomme. D'un coup, le surplis du Garuda s'enlève de la dépouille de Suikyo et s'envole pour retourner, on suppose, au palais d'Hadès. Doko soulignant hein, que le maléfice est terminé. Il demande alors à Tenma de faire revêtir à Suikyo sa véritable armure, celle qui est digne de lui. On file au palais d'Hadès justement où on voit Zélos hein, qui vient prévenir Illico Vermeer de la bonne nouvelle pour eux hein, bien sûr, comme quoi Suikyo est mort. Ah, mais c'est super ça! Les nouvelles vont vite d'ailleurs hein, parce que le papillon qui surveillait Suikyo est aussi efficace qu'un satellite de télécommunication. On voit le surplis du Garuda hein, qui s'est rassemblé au château devant Pandore et celle-ci confirme à Vermeer la mort de Suikyo. Elle poursuit en disant qu'elle aurait espéré bien sûr hein, qu'il arrive encore un petit peu plus loin, mais en gros c'est pas grave. Le gars a déjà fait du bon taf en perçant ainsi les lignes du sanctuaire et semant mort et zizanie. Du coup, c'est le moment qu'attendait Vermeer. Pandore lui donne donc l'ordre désormais de rassembler les spectres et de prendre le relais. Vermeer est chaud bouillant. On revient sur Suikyo à qui ils ont mis l'armure d'argent de la coupe et franchement elle pète. Hein. Sur cette image on aurait presque l'impression d'un petit air d'Orphée. En tout cas on aurait bien aimé voir Suikyo se battre dans cette armure contre l'armée d'Hadès. Mais maintenant c'est cuit. Hein. À moins qu'il y ait un retournement de situation future improbable qui nous le ramènerait à la vie. Mais bon, même si ça serait sympa de revoir le personnage à qui on s'est attaché, je trouverais ça un petit peu facile. Et du coup, sa mort n'aurait plus vraiment d'impact dramatique, je trouve. Sur ce, Doko dit aux deux bronzes de l'écouter. Il explique qu'il a compris ce qu'était en train de faire Suikyo et il décide de faire de même et donc de trahir Athéna. Donc là, what the fuck, hein, on se dit putain, Doko part en couille. Et on se demande quel secret peut-il bien finalement y avoir pour qu'il faille réellement tuer Athéna. C'est quoi les bails? Car là, un personnage comme Doko, qui est un personnage droit, hein, retournant sa veste comme ça, finalement ça nous embrouille. Hein, et on en vient une fois de plus à se demander qui sont les méchants des gentils. Bref, Tenma lui dit t'es devenu ouf mec, arrête ton délire. Et Doko là enlève son armure d'or qui reprend sa forme de balance. Celle-ci penche d'un côté, ce qui apparemment serait pas bon signe, hein, car l'équilibre des choses serait rompu et apparemment la justice serait en train de disparaître du sanctuaire carrément. Donc apparemment ça signifie que quasiment tous les chevaliers d'or vont trahir Athéna selon Doko. Et ça c'est ouf. Allez, on retrouve Ikki arrivant au temple du concert et il croise directement Destol hein, qui s'occupe de ses cercueils. Le Gold lui demande qui il est. Et puis de toute façon, il lui dit qu'il est occupé et il lui demande de se barrer. Ikki répond qu'il doit traverser. Et finalement, Destol dit ok, vas-y, le gars s'en balèque, hein, encore une fois. Mais il se justifie quand même en disant qu'il a ressenti que Ikki n'était pas un ennemi, sans quoi sinon il n'aurait pas accepté. Là, Ikki se baisse et ramasse des cercueils, disant qu'il va l'aider à ranger car il ne veut pas avoir de dette envers lui. Donc là, la blague, hein, genre venant de Shiryu ou de Shun, j'aurais compris, mais venant d'Ikki, qui est censé être un peu plus sans pitié. Non mais allô quoi.
Donc franchement, il aurait dû tracer sa route directe. C'est pas comme si, pour une fois, il pouvait esquiver le combat et traverser tranquille, quoi. À croire que les mecs sont tellement habitués à se taper que pour eux, c'est devenu obligatoire. Finalement, Destol semble contente. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Donc là, petite scène presque surréaliste, hein, finalement, où on voit les gars faire des allers-retours entre le temple du cancer et l'autre monde pour y déposer les cercueils. Donc genre tranquille, après ils iront se boire un café, quoi. En tout cas, Destol répond à Iki, hein, qui se demandait mais à quoi ça sert tout ça. Il dit qu'il n'était pas sûr d'en avoir suffisamment assez car ils vont arriver en nombre. Et là, des spectres se pointent à ce moment-là, ce que Destol avait manifestement anticipé donc, hein, et il les tabasse direct une fois montés, il les met dans les cercueils et il les rebalance. Donc voilà, il avait prévu le coup. En tout cas, pour l'instant, il fait son taf de gardien. Destol explique à Iki, hein, que la barrière d'Athéna donc, est rompue et qu'il est obligé de faire ça pour empêcher les spectres d'envahir leur monde, quoi. Sur ce, d'autres spectres arrivent, mais Destol leur lance une attaque spéciale, les points cosmétiques. Oui, oui, cosmétiques, hein, pas cosmiques. Bref, il dit qu'il s'est cassé un ongle. Donc là, c'est pas possible, hein, c'est vraiment la caricature de ouf. Mais attendez, le gars en a encore sous le pied, vraiment, il va se passer des choses. D'autres spectres arrivent, ça s'enchaîne, hein, et Iki décide d'intervenir et il les renvoie à son tour dans leur trou. Et là, Destol semble apprécier, hein, ce gaillard d'Iki. Là, on retourne donc chez Doko. Tenma tente de le raisonner tant bien que mal, disant que c'est pas le moment de déconner, hein, même le grand Pop lui-même, hein, se retournait contre Athéna. Et d'ailleurs, cette information choque Doko, hein, qui réfléchit un peu. Tenma enchaîne son argumentaire, hein, disant qu'il faut se souder les coudes, en gros, mais il se prend une droite, hein, par Doko qui l'envoie valser. Doko dit à son tour que là, il ne plaisante plus, c'est du sérieux et il va prendre la tête d'Athéna à son tour. Donc là, c'est chaud, hein, on se dit, putain, mais pas lui, quoi. Mais en même temps, on commence à comprendre qu'avec tout ce qui se passe, il se peut que peut-être, aussi dingue que cela puisse être, c'est peut-être la bonne solution pour éviter on ne sait quel désastre. Par contre, là où c'est pas cool, hein, c'est qu'il dit qu'il va devoir tuer Tenma, et au moment de lever le poing, il se fait choper par la chaîne de Shun. Shun qui lui dit au passage qu'il est lui aussi un chevalier de bronze et qu'il vient du Turfu. On revient dans l'autre monde où Destol fait une petite pause et Iki se demande s'il va en arriver d'autres. Destol répond que oui, mais d'un tout autre niveau. C'est pas possible, le mec il lit dans l'avenir ou quoi. Et là, bim, se pointe enfin, on s'en doutait, Vermeer du Griffon. Et là, on se dit que ça va être du sérieux, ça va plus déconner. D'ailleurs, Vermeer, il a le regard d'éther, hein. Iki s'en direct les embrouille et se met en position d'attaque, mais là Destol dit ah, c'est pas trop tôt, je vous attendais. Allons-y, je vais vous guider à travers le sanctuaire. Donc là, rebelote, hein, il retourne sa veste à nouveau. C'est une vraie girouette, hein, le mec, hein, il a aucun honneur. À moins que finalement tout cela ne fasse partie de son plan, car avec ses récentes actions, hein, on se rappelle, on suppose quand même qu'il est du bon côté. Mais ma foi, ça reste un personnage ambigu et c'est aussi déroutant qu'intéressant. Il dit à Iki qu'il est en train de trahir Athéna, hein, et il fait le canard en expliquant que comme il y a un des trois juges des enfers en face de lui, en gros ils n'ont aucune chance et il préfère éviter les affrontements. En tout cas, pour Iki c'est tout le contraire, hein. Lui il veut se battre, même si c'est perdu d'avance. Et là on reconnaît bien là la particularité de l'Obros préféré. J'aime me battre. En tout cas, Iki fait le mec et met la pression, hein. Il dit barrez-vous ou je vous y envoie moi-même. Là, des spectres se jettent sur lui pour lui fermer son clapet, mais bien sûr, ils se font aussitôt éjecter comme des insectes. Iki d'ailleurs vanne, hein, disant que c'est risible, ils sont nuls et qu'il reste plus qu'à voir ce que vaut leur chef. Ce à quoi Vermeer répond j'ai horreur des mecs qui s'inventent des exploits à la moindre petite victoire. Donc là, punchline. Iki se fait prendre d'ailleurs par surprise, hein, dans les fils de Vermeer avec sa technique du marionnettiste, et il n'est plus qu'un pantin entre ses mains. Vermeer dit qu'il va lui arracher la tête et tire d'un coup sa ficelle dans ce but. On voit Iki en galère, hein, et d'ailleurs ce qui semble être un peu de sang censuré.
Mais finalement, Iki est toujours en un seul morceau devant Vermeer qui est étonné. Et là, il s'avère que c'est Destol, on ne sait pas comment, hein, qui a empêché la technique de fonctionner, ou il a rompu le fil peut-être. En tout cas, il dit qu'il voudrait tuer Iki lui-même pour montrer qu'il est bien du côté d'Hadès. Il s'approche donc d'Iki et commence une incantation Shabadabada, un truc débile, et veut envoyer Iki dans une autre dimension. Genre le mec s'est pris pour Cain, quoi. D'ailleurs, c'est abusé hein, qu'il ait ce pouvoir-là aussi, lui. Bref, Iki s'envole et disparaît. Destol est content et dit à Vermeer ok, c'est bon, c'est fait. Vermeer n'a pas le temps, hein, il demande à être conduit immédiatement aux 12 maisons quand Destol dit ah, j'oubliais une chose. Et il demande à Vermeer, avant de partir, ce truc-là au sol, on en fait quoi? Et là, il se trouve derrière l'Omerta. Donc là, retournement de situation, hein, il est en fait pas du tout prêt à laisser partir Vermeer comme ça. Et d'ailleurs, on retrouve Iki qui se réveille dans la maison du cancer. Donc là, Destol, en fait, on se rend compte, hein, n'a pas du tout le pouvoir d'envoyer dans une autre dimension. Il a simplement envoyé Iki dans son temple pour le protéger des griffes de Vermeer, tout simplement. Donc en fait, malin type, du coup. Et on se rend compte avec cette action-là, encore une fois, hein, que là, il n'y a plus de doute. Hein. On sait maintenant de quel côté il est, et il est du bon côté en l'occurrence. Donc Destol attend la réponse de Vermeer, hein, qui lui ne dit rien. Il fait demi-tour au calme, hein, il s'avance vers lui et il pose un pied sur l'Omerta. Donc là, Destol, il est en panique. Hein, et Vermeer pose à son tour une question, il répond pas. Il demande attends, tu me fais quoi là? Et il lui met la surpré grave, hein, donc disant que si Destol s'explique pas, il va le défoncer. Et là, Destol joue un petit peu le niais, comme il sait si bien le faire, et il dit naïvement, en gros, non, non, je demandais, c'est tout, il n'y a pas de problème. Donc la réponse semble satisfaire Vermeer, hein, qui repart, mais qui dit quand même arrête tes conneries, conduis-moi maintenant au sanctuaire, et si tu cherches à m'embrouiller, je te le ferai payer. Là, Destol repère au loin Suikyo dans le cortège des morts, hein, sur la montagne, et ils se rendent tous deux vraiment compte que le gars est bien mort. Vermeer, qui d'ailleurs on le sait, hein, ne pouvait pas saquer Suikyo, dit c'est pathétique, hein, quelle fin pitoyable. Et ça énerve Destol, hein, cette fois, hein, qui sort de ses gonds et balance tout ce qu'il pense. Il dit que Vermeer ne comprendra jamais l'homme qu'il était, qu'il ne lui arrive pas à la cheville. Et le mec le troll de ouf, hein, en faisant des grimaces. Et Vermeer, toujours tranquillement, hein, dit ok, j'aurais pu passer sur tes conneries, mais dire que Suikyo est plus fort que moi, non, ça va pas. Et d'ailleurs, il lui dit tu sais maintenant le sort qui t'attend, je t'avais prévenu, d'ailleurs, j'ai pas besoin de toi pour aller au sanctuaire de toute façon. Destol dit ah bon, je t'ai fâché? Vermeer répond je vais te tuer maintenant, et il refait demi-tour. Destol dit que le couvercle est ouvert, et Vermeer dit et alors, ça fait quoi? Puis Destol lui explique, hein, le principe de l'Omerta, et avant que Vermeer n'ait pu lui porter le coup de grâce, il se fait aspirer dans le cercueil. Donc finalement, Destol a réussi son coup, hein, puisque Vermeer n'a pas réussi à se contenir et a répondu à la question que je t'ai fâché qu'avait lâché Destol. Donc Destol, hein, d'ailleurs, on se rend bien compte, hein, qui appréciait Suikyo, dit que quelque part il a réussi à le venger d'une certaine manière, et il s'en va pour retourner à son temple. Quand on voit un fil, hein, se tendre d'un coup et lui tenir le cou. Et en fait, il s'était fait prendre avant que Vermeer ne soit enfermé. Et ça change tout, hein. Retournement de situation, encore une fois. Et là, il est comme étranglé, et on le voit, il se fait tirer en arrière par Vermeer qui remonte le bonhomme, genre comme un pêcheur qui mouline, quoi. Là, Destol est contrôlé, et il ouvre sans pouvoir s'en empêcher le cercueil qui laisse sortir un Vermeer bien vénère. Je vais vous enculer vos morts, vous avez... Donc, tu vas baiser tes morts. Donc là, putain, ça risque de chier. Il explique que c'est pas de chance pour Destol, hein, qui apparemment s'était pris genre un fil qui traînait, qui était destiné à Iki, apparemment. Genre comme quand on marche quelque part ou dans la rue et qu'on se prend un fil d'une toile d'araignée qui traîne dans la gueule. Genre le truc horrible, quoi. Sur ce, Vermeer dit je vais te finir. Et là, il lance sa technique des ficelles cosmiques.
Donc là, c'est la misère, hein. Il fait danser le balai de la mort à Destol en le broyant, en le faisant tourner dans tous les sens, genre comme quand on essore un linge mouillé. D'ailleurs, ça fait valser l'armure d'or, hein, du cancer qui ne tient plus. Et d'ailleurs, là, c'est pas fini, hein. Vermeer le torture, il renverse sa colonne vertébrale, il lui fait faire le grand écart. Donc là, vraiment, ça pue pour Destol, quoi. En tout cas, là, il lui dit que désormais tout son corps est tordu et que la souffrance doit être au max. Il propose quand même à Destol une dernière fois de ne pas le tuer s'il le conduit quand même auprès d'Athéna, mais Destol refuse, hein, disant que il refuse de s'allier à Hadès si c'est pour côtoyer des sales types comme lui. Et là, il se fait terminer donc par la pirouette de la mort. Et d'ailleurs, on voit le casque du cancer ainsi que la perruque de Destol. On découvre au passage que le mec avait une perruque, que le mec était chauve, qui saute au passage. Donc Kurumada, là, franchement, il l'a fait bien chum, comme il faut, jusqu'au bout. On revient chez la Balance, où Shun appelle Doko maître. Doko qui est étonné, hein, car Shiryu, peu avant, lui disait exactement la même chose, ce qui signifie qu'ils se connaissent quelque part. Et Shun explique effectivement en détail, hein, tout ce qui s'est passé jusque-là, et notamment le fait qu'Athéna soit devenue un bébé. Doko hallucine, hein, mais il finit par croire l'étrange histoire de Shun, mais il le dégage de la même manière, hein, comme il l'avait fait avec Tenma. Il dit que de toute façon, ok, mais ça ne changera pas la décision qu'il a prise. Et désormais, un combat est sur le point de commencer entre Doko et les deux bronzes. Retour sur Destol, qui, on le voit, a pris bien cher, hein, et qui n'est plus qu'une boule humaine dont tous les membres sont tordus. On voit sa vraie tête d'ailleurs, hein, sans cheveux au passage, et Vermeer ne manque pas de souligner qu'il est repoussant et qu'il a la mort qu'il mérite. Mais finalement, contre toute attente, Destol respire encore, hein. Il n'est pas mort et il demande à récupérer sa perruque. Et là, il se refait tordre un coup. Mais Vermeer est quand même empêché cette fois-ci par quelqu'un qui semble tirer sur ses ficelles. On voit une aura, une espèce d'aura jaune-orangé au loin, et le gars dit alors, quel effet ça fait d'être contrôlé à son tour et d'être pris pour une marionnette. Donc ça sent le Iki tout craché, hein, qui est le retour avec ses punchlines habituelles. Et effectivement, hein, on voit Iki qui revient tranquille, expliquant qu'il tirait sur les fils empêtrés dans son armure au temple du cancer pour les enlever, et que ça l'a finalement ramené ici. Donc là, le phénix is back, et d'ailleurs l'image est sympa au passage, hein. Donc là, Iki voit Destol en bouillie et il lance une pique au passage, hein, disant que c'est quand même la honte, hein, pour un chevalier d'or. Et Destol dit putain, je t'avais sauvé en te renvoyant dans mon temple, qu'est-ce que tu fous là? Ce à quoi Iki répond j'ai horreur d'avoir des dettes. Et là, cette fois-ci, je valide, c'est beau. Vermeer dit bah écoute, tu vas subir le même sort que Destol, hein, mais Iki lui dit que ça ne marchera pas deux fois sur un chevalier car il connaît déjà la technique maintenant. Et d'un seul coup d'un doigt, il embrasse tous les fils de Vermeer qui prennent feu, façon mission impossible, dans le générique. Et d'ailleurs, ça brûle au passage Destol, hein, sur qui il restait des fils, et qui fait une tête de guignol, pour pas changer. Là, on a droit à des phrases type de méchant et de gentil. Maudit sois-tu, Iki, tu as perdu Vermeer. Mais il semble que Vermeer est une dernière carte à jouer, car il a toujours un fil intact qui le relie au cou de Iki, qui lui ne comprend pas, car il pensait les avoir tous brûlés. Et en fait, ce dernier fil, hein, c'est celle qui s'appelle la ficelle des enfers. En fait, c'est la principale de sa technique, et celle-là, rien ne peut l'affecter. Et cette fois, d'un geste, il coupe la tête d'Iki, dont on la voit se détacher de son corps. Et là, il contemple le cadavre et dit même que finalement que pour un bronze, il lui a quand même bien tenu tête. Donc c'est le cas de le dire. Puis la tête d'Iki coupée se met à rigoler et le corps décapité se lève tout seul. Et là, on entend à nouveau alors quel effet ça fait d'être une marionnette. Donc là, on a capté, hein, c'était l'illusion du phénix. Et là, Vermeer se voit coupé en plein de morceaux. Le sang est blanc, hein, mais c'est un peu dégueulasse, ça fait genre des rondelles de saucisson. Donc en tout cas, il est pris à son propre jeu. Retour à la réalité, et il est finalement bien entier,
mais il est complètement sonné, hein, et Iki nous confirme que c'était bien sa technique. Alors là, pause, hein, finalement, parce que je me demande quand même à quel moment Iki a bien pu lancer son attaque, c'est pas très clair. Est-ce que c'est pendant qu'il avait mis le feu aux ficelles? Je suppose que ça doit être ça, et pendant que Vermeer était déconcentré à ce moment-là. Mais bon. En tout cas, à son tour, Iki indique que son adversaire mérite bien son rang, car n'importe qui serait mort de folie après s'être pris son illusion, et il va lui porter le coup de grâce. Mais il est stoppé par Destol au loin qui lui dit laisse-le moi. Et là, le mec se met à rouler sur lui-même en boule comme un rocher dévalant une côte et sort de nulle part, hein, une technique qui s'appelle le bombardement des pêches explosives. Donc, genre, carrément, il tabasse Vermeer avec son boule et le renvoie dans son trou d'où il est venu. Et donc là, il s'avère donc tous les deux tirés d'affaire. Enfin, pour le moment, on se doute bien que ça n'a pas eu raison définitivement de Vermeer. Donc là, pause également, hein. Réfléchissons bien une minute à ce qui vient de se passer, à ce qu'on vient de voir. Destol, qui devrait genre 1000 fois être mort, hein, non seulement ne l'est pas, mais nous sort une technique de son cul, hein, littéralement. Euh, puis il est tout content, il est tout content. Donc je sais pas, c'est normal ça? Genre c'est quoi ce mec? Déjà c'est quoi son corps, hein? C'est Luffy, c'est Luffy dans One Piece ou quoi? Bon, j'avoue que ce passage est bien marrant, mais ça a quand même brisé ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité, hein. Le fait que ce qu'on voit nous sorte du récit, car on se dit que c'est pas possible. Euh, enfin, pour moi, hein, je trouve que ça colle pas bien avec l'œuvre de ce qu'on a connu jusqu'à présent et des attaques et de leurs conséquences sur les personnages. Donc bon, bref, en tout cas là c'est vraiment le summum du what the fuck. Donc bref, on repart chez Doko, que l'on voit affronter Tenma et Shun, qui lancent des attaques coordonnées mais sans succès. Doko il a pris un up, hein, genre depuis quelques tomes, là il devient chaud. Il dit en tout cas qu'ils ne pourront rien faire contre lui et qu'il va les achever en même temps. Ça me déçoit un petit peu quelque part, hein, de Doko, hein, qu'il tente de les tuer sans même peut-être essayer de trouver une solution pour partir chercher Athéna sans avoir à en arriver à une telle extrémité les concernant. Mais bon, dans ce manga, faut croire que le but des personnages prime sur tout le reste. En tout cas, il a un flash et il voit quelque chose au loin, et c'est un serpent avec une aura violette qui se pointe. Donc là, on se dit, c'est pas un serpent normal ça. Et Doko dit, ça y est, le voilà. Genre, de quoi, de qui il parle, c'est Orochimaru ou quoi? Bon, apparemment, c'est un mauvais présage, hein, et on se doute que ça aurait un lien avec le 13e Chevalier d'Or. En tout cas, il dit qu'il a lu à travers Suikyo et que c'était donc vrai. Donc bon, on sait pas trop, hein. Et là, il pète un câble et met un coup au sol et se demande ce que son pote Chion ferait maintenant dans une telle situation. On quitte le temple du cancer et Iki reprend la route pour la maison du lion, accompagné cette fois de Destol, qui sautille de partout en boule, comme une balle rebondissante, genre. Et là, c'est comme si c'était normal, hein, genre tout va bien, Destol qui parle en disant que Kaiser a un sale caractère. Iki répond ouais, bah c'est les lions, c'est comme ça. Voilà, situation improbable. En tout cas, Iki demande quand même à Destol si il a moyen de retrouver son corps normal, mais Destol répond non, non, en fait c'est agréable, ça me dérange pas. Donc bon, là j'ai plus les mots pour décrire le truc. Là, pareil, hein, sur le chemin, il tombe aussi sur un serpent qui tente de mordre Iki, mais Iki le déchire en deux direct. Destol est choqué, il semble savoir des choses à propos des serpents. Puis ils arrivent tous les deux devant le temple où l'attendent bien sagement Kaiser et son lion de compagnie. D'ailleurs, petit regard sombre direct d'Iki en direction de l'animal, et Goldie fait tout de suite un pas en arrière. Et là, Kaiser est surpris, hein, et demande à Iki qui c'est. Enfin, pour terminer, on descend au temple du bélier où on voit Shion, toujours assis contre un pilier, récupérant de son combat contre Suikyo un peu plus tôt. Et il a l'impression d'entendre que Doko l'appelle.
Mais il est aussitôt sorti de ses pensées par un serpent, encore une fois, qui là aussi s'approche de lui. Et d'ailleurs, Chion semble être paralysé. Le serpent donc s'approche et parle carrément. Et il se dit être un messager. Il explique hein, que quelqu'un va bientôt arriver et qu'il devra se ranger à ses côtés pour l'aider à tuer Athéna. Donc décidément là, tout le monde n'a que ça à la bouche maintenant, hein. Chion répond au contraire qu'il est là pour défendre Athéna, mais le serpent lui répond aussitôt non, non, tu ne pourras rien faire pour t'y opposer. D'ailleurs, ni aucun chevalier du sanctuaire, car celui qui arrive, c'est celui qui pourrait être qualifié de Dieu, à savoir, donc, on se doute, le 13e chevalier d'or. Et la fin du volume. Voilà, donc un tome de transition, hein, un peu celui-ci, rien de bien nouveau. On a hâte hein, de savoir ce qui se trame avec les serpents et l'arrivée du 13e chevalier d'or. En tout cas, le volume a fait la part belle à Destol, hein, c'est limite le gold qu'on suit le plus dans Next Dimension, hein, depuis l'arrivée des bronzes au sanctuaire. Avouez en tout cas que ce qui se passe avec le gars est quand même surréaliste, hein. Mais bon, vous verrez, je suis sûr, on va finir par l'apprécier ce personnage, j'en suis sûr. MDR. En tout cas, quoi qu'on en dise, on peut dire qu'il a une personnalité travaillée, hein, mine de rien. C'est pas un de ces chevaliers monolithiques comme on peut en voir souvent. En tout cas, Iki, lui, de son côté, toujours aussi stylé, ça fait plaisir de le suivre. Et le contraste qu'il forme avec Destol, c'est quand même assez marrant. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi encore une fois. On se retrouvera pour le tome 10, où on va d'ailleurs découvrir un nouveau Gold hein, de cette époque. Mais je ne vous dis pas qui. Faudra voir pour ça la future vidéo. Donc moi je vous dis à plus. Ciao.